Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un décor un tout petit peu différent car je suis en plein déménagement, mais j'avoue que j'avais pas très envie d'attendre encore quelques semaines avant de faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup de questions sur le sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du métier des consultantes en sommeil et pour ça, je vous ai ouvert une FAQ sur mon compte Instagram, Petite Framboise Périnatalité, pour que vous puissiez me poser toutes vos questions auxquelles je vais répondre donc aujourd'hui. Mais avant ça, générique. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Alexia Eglose, je suis accompagnante périnatale et spécialisée dans le sommeil des enfants depuis 6 ans maintenant, et je suis également formatrice, auteure et conférencière sur le même sujet. On commence tout de suite la FAQ avec la première question, plus que pertinente, qui est « Qu'est-ce qu'une consultante en sommeil ?» Une consultante en sommeil, elle accompagne les parents qui se questionnent sur le sommeil de leur enfant ou qui rencontrent des problèmes de sommeil. On va donc accompagner les parents pour qu'ils puissent mieux comprendre le fonctionnement du sommeil de leur bébé, dans quelle période de développement par exemple se trouve leur enfant, et puis on va échanger sur les rituels, le rythme d'éveil et de sommeil, l'environnement de sommeil par exemple aussi, pour voir un petit peu les points de blocage, les freins au dodo qui sont parfois présents, et en ajustant tout ça, on peut adoucir un petit peu les nuits et faciliter aussi le sommeil en journée. Parfois, les parents nous consultent aussi pour des demandes plus spécifiques, comme par exemple comment gérer le sommeil à l'arrivée d'un nouvel enfant, ou encore pour se préparer par exemple au début d'un mode de garde, de la crèche ou de la nounou par exemple. Deuxième question, pourquoi les parents font appel à une consultante en sommeil ? Alors, la plupart du temps, on retrouve des difficultés d'endormissement, avec un endormissement qui va être long, difficile, un bébé qui lutte, ou un bambin qui lutte, qui a vraiment du mal à lâcher prise, ou aussi, la plupart du temps, on a des réveils nocturnes très fréquents, ou alors beaucoup de rappels en début de nuit, un sommeil très léger en début de nuit, en fin de nuit, surtout de la nuit, ou encore des éveils nocturnes longs, joyeux ou pas d'ailleurs. Ça, c'est les principales raisons, donc des difficultés pour les siestes ou pour le coucher du soir, des réveils fréquents, un réveil qui peut être trop matinal aussi le matin, ou alors pour des situations plus spécifiques, comment passer du lit à barreaux au lit ouvert, comment basculer l'enfant dans sa chambre, comment envisager un début de sevrage nocturne pour les plus grands, pour l'allaitement par exemple, comment bien débuter un mode de garde, enfin voilà, il y a autant de questions que de familles. Mais la plupart du temps, c'est pour des difficultés d'endormissement et pour des réveils nocturnes fréquents. Troisième question, est-ce que les solutions proposées ne fonctionnent pas toujours ? Bien sûr, absolument. Il y a plein de fois où effectivement le rythme va être parfait, les rituels sont bons, les réponses parentales sont super, l'environnement de sommeil optimal et pourtant ça coince. À vrai dire, c'est assez fréquent lorsqu'il y a un inconfort ou une pathologie comme un RGO, une allergie alimentaire ou encore une apnée du sommeil qui n'est pas encore bien, qui n'a pas été diagnostiquée et encore moins donc bien prise en charge. Ça, c'est des situations qui sont très délicates et qui nous mettent souvent en difficulté, en échec, tout simplement parce que là, il faut faire appel à son réseau. On va réorienter les familles vers les professionnels de santé, ce qui est pas toujours évident, soit parce que les parents sont dans un désert médical et que il y a juste personne, ou alors que les pros qui les entourent ne sont pas spécialement formés au sommeil ou sur ces difficultés-là. On a aussi parfois des délais d'attente qui peuvent être très compliqués. Il suffit qu'on ait un pédiatre qui comprend pas trop pourquoi on suspecte une apnée du sommeil, qui se dit qu'une respiration buccale ou encore des ronflements chez un bébé, c'est pas si anormal que ça. Et il va falloir réorienter les parents vers un autre pédiatre pour que celui-ci puisse les écouter, leur préparer un courrier d'adressage pour aller voir un ORL par exemple. Et puis après, pour un ORL pédiatrique, on peut avoir parfois 8 mois, 12 mois, 14 mois de délai. Donc tout de suite, on a des parents qui peuvent être particulièrement épuisés et on n'a pas de solution magique à ce moment-là à leur apporter, hormis les écouter bien sûr et les soutenir dans cette période. Donc oui, évidemment, parfois les solutions... alors ça arrive rarement, heureusement, mais on a toujours des
des situations où, de par cet inconfort médical par exemple, où des fois on ne comprend tout simplement pas du tout ce qui se passe et le temps d'investiguer, ça demande du temps, ça prend parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, donc quelque chose à prendre en compte. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans ton métier ? Alors, ce que j'aime le plus, c'est déjà de voir sur le visage des parents en consultation la sérénité, le calme, cette culpabilité un petit peu qui s'estompe au fur et à mesure de nos échanges. Ça, c'est, je crois, le plus beau des cadeaux, de voir que ça y est, il y a un poids qui s'enlève, cette culpabilité de se dire finalement, en fait, je fais peut-être pas tout de travers avec mon bébé, mais ils font rarement quelque chose de travers d'ailleurs. Mais voilà, de leur redonner confiance en leurs compétences, ça c'est vraiment, c'est vraiment du luxe. Ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est bien sûr on en reparlera, mais la flexibilité, le fait de pouvoir m'occuper de ma fille quand j'ai envie de m'occuper d'elle, de l'avoir jamais fait garder parce que je pouvais préparer mon agenda en conséquence pour avoir d'autres disponibilités. Voilà, donc il y a une certaine... après, c'est tous les métiers indépendants qui peuvent du coup choisir leurs horaires de travail, leur mode de travail. Moi, je travaille principalement en ligne, via les réseaux, à distance. J'ai pas de local, par exemple, j'ai pas de cabinet. D'autres se retrouvent plus effectivement à avoir un petit cabinet en dehors de leur maison pour bien séparer le perso du pro. Donc ça dépend de chacun évidemment. Ce que j'aime le moins dans mon métier, c'est les situations les plus difficiles, je dirais, celles où la situation familiale est compliquée, où il y a de la maltraitance par exemple envers l'enfant, ou alors des violences conjugales, intrafamiliales. Et puis c'est aussi lorsque les parents ont déjà vu parfois une ou plusieurs consultantes ou coachs en sommeil et qu'on leur a donné des fois des recommandations qui sont d'une autre époque, qui sont clairement lunaires, et des parents qui arrivent complètement désespérés, qui comprennent pas, qui ont essayé de mettre en place des méthodes mais ça leur convient pas du tout, des mamans où on leur a dit que l'enfant avait 6-7 mois, qu'il devait plus boire la nuit, qu'il devait surtout pas s'endormir au sein, donc elles ont arrêté tout ça, alors qu'elles voulaient allaiter jusqu'à 12 mois ou même plus, parce que ça fonctionnait très bien pour elles, et qu'elles se retrouvent avec un sevrage complètement anticipé, parce qu'elles ont été mal conseillées. Ça, c'est quelque chose qui me met assez fort en colère, c'est assez désespérant. Autre question, comment devenir consultante en sommeil ? Alors, à l'heure actuelle, en 2025, en France, les activités de consultante en sommeil, comme dans plein d'activités d'ailleurs du milieu de la parentalité et de l'accompagnement parental, c'est une activité non réglementée. Il n'y a pas de cadre légal et il n'y a pas de formation reconnue par l'État. Donc, c'est des organismes de formation français ou francophones en tout cas, qui proposent des formations sur le sommeil. Et d'ailleurs, c'est important de le préciser, mais en soi, n'importe qui pourrait se lancer du jour au lendemain sans aucune formation et se prétendre consultant en sommeil, ce qui est assez problématique, on va dire. Des formations sur le sommeil, il en existe beaucoup, des plus complètes que d'autres évidemment, il y a un peu toutes les approches bien sûr. Celle que j'apprécie particulièrement, on a par exemple celle de Carole Hervé, on a celle de Audrey du centre Happy Mom and Baby, on a celle de 1001 tribus, celle de l'école des formations positives qui est très complète, on a celle du LBDC formation aussi qui vient de sortir qui a l'air très sympa. De mon côté, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations sur le sommeil, beaucoup trop, pas se mentir. J'ai effectué 8 formations sur le sommeil pédiatrique, dont la dernière, donc, qui est une certification professionnelle proposée par l'Université du Michigan, et qui était donc la formation sommeil, neurobiologie, médecine et société, que j'ai validée récemment. Pardon, ça fait déjà une petite année quand même. Et pour le coup, j'ai beaucoup de professionnels qui venaient à moi en me disant Alexia, j'adore ton approche, j'aimerais beaucoup devenir consultante en sommeil, quelle formation tu me recommandes ? Et à vrai dire, malgré les 8 formations que j'ai pu suivre, et donc ça c'est que sur le sommeil évidemment, aucune formation me paraissait vraiment très complète. Je prenais un petit peu par-ci, par-là, mais aucune formation, en fait je n'avais aucune formation à recommander, pour être tout à fait transparente, à l'époque en tout cas.
Et c'est aussi ce qui a motivé le fait que j'ai lancé, moi aussi, alors il y a un petit moment maintenant, il y a 2-3 ans, ma formation professionnelle sur l'accompagnement du sommeil et le soutien parental. Donc c'est une formation pour le coup qui est très complète par rapport à d'autres, par rapport à ce qu'on pouvait trouver sur le marché. Donc je propose actuellement une formation 100% en ligne, donc avec 16 modules de formation en e-learning, plus des séances de supervision, donc en visio hebdomadaires chaque semaine, qui sont pas obligatoires, mais qui sont là, en tout cas, si les apprenantes ont des questions. Et donc, dans la formation que je propose, donc c'est une formation complète de 140 heures, et on passe en revue, en fait, toutes les thématiques qui me manquaient un petit peu dans les formations que j'ai pu suivre, moi, à l'origine. Donc, j'essaie de regrouper un petit peu, de faire un micmac de tout ce que j'avais pioché à droite et gauche pour proposer une formation plus complète d'un seul bloc, on va dire. Et donc, dans les 16 modules de formation, on a par exemple un module sur les neurosciences affectives et sociales, un module de formation sur les besoins et les normes biologiques, sur l'anthropologie du sommeil et de la parentalité, sur les difficultés parentales, l'impact des écrans, l'alimentation pédiatrique, l'allaitement maternel ou encore la théorie de l'attachement, par exemple, pour ne citer que ça. Et j'avais vraiment envie de proposer une formation où les personnes puissent se sentir suffisamment outillées. Il y a aussi des cas pratiques, bien sûr, pour s'entraîner, une période de stage aussi. Donc voilà, pour que le professionnel qui est soit en reconversion, soit effectivement veut enrichir son métier actuel, puisse avoir tous les outils pour se lancer et pas faire une formation sommeil, puis après il faut faire une formation sur l'attachement, puis après il faut faire une formation sur le lien entre l'allaitement maternel et le sommeil, et puis après il faut faire un module sur l'alimentation, où au final après le budget formation, on va pas se mentir, il explose. Donc bon, pour avoir fait tout ce chemin-là, voilà, c'est ce qui a motivé en tout cas la création de ma propre formation professionnelle. Nouvelle question, ta formation professionnelle est ouverte à qui ? Alors je l'ai un petit peu dit, mais elle est ouverte en tout cas à toute personne majeure qui est motivée et qui a une appétence évidemment pour l'accompagnement parental et l'accompagnement des jeunes enfants. On n'est pas obligé d'être professionnel de santé dans le paramédical, même si beaucoup au final de personnes qui l'ont suivi le sont, que ce soit des sages-femmes, des éducatrices de jeunes enfants, j'ai des assistantes maternelles, des pédiatres aussi qui l'ont suivi, mais j'ai aussi des doulas, des accompagnantes périnatales ou encore des mamans en reconversion professionnelle par exemple. Y a-t-il des prérequis au métier de consultant en sommeil ? Alors non, il n'y a pas vraiment de prérequis, et comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, il n'y a pas vraiment de cadre, c'est une activité non réglementée à l'heure actuelle, donc il n'y a pas de cadre particulier. Mais effectivement, je trouve que pour se lancer dans le métier de consultante en sommeil, il faut déjà aimer le contact humain, ça c'est absolument fondamental. Il faut avoir une bonne capacité d'écoute et d'analyse, parce que chaque situation va être particulière et il faut pouvoir du discours des parents et puis du questionnaire par exemple de consultation qu'ils ont rempli, il faut pouvoir piocher les bons éléments, poser les bonnes questions, laisser suffisamment d'espace aussi pour que les parents puissent s'exprimer. Ça c'est fondamental parce qu'ils ont assez peu souvent l'opportunité de le faire. Et puis bien sûr avoir une expérience, ou en tout cas une appétence sur les métiers de la petite enfance et de la parentalité est aussi quelque chose de fondamental. Autre question, combien de temps après la formation peut-on se lancer ? Alors ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de la formation sommeil que vous avez choisie. Ça va dépendre, est-ce que vous vous sentez suffisamment outillé pour vous lancer ? Est-ce que vous voulez faire une formation complémentaire sur un sujet annexe comme l'allaitement, la nutrition ou je ne sais quoi ? Donc ça va vraiment dépendre de chacun et de votre formation, de votre bagage initial bien sûr. Du temps aussi que vous avez devant vous. Est-ce que vous êtes un petit peu dans l'urgence et ça peut être intéressant pour vous de vous lancer et de prendre une expérience comme ça et de faire des formations complémentaires dans un second temps, ou alors vous préférez déjà avoir tous les outils qu'il vous faut avant de vous lancer. Ça dépend du tempérament et des envies de chacun. Faut-il une certification comme les IBCLC pour être crédible ?
Alors, de toute façon, il n'existe pas de certification officielle, donc aucune certification obligatoire. Par contre, effectivement, déjà se former auprès d'un organisme ou d'une formatrice qui est un minimum reconnu dans le milieu du sommeil pédiatrique, ça c'est clair que c'est un atout majeur. Et puis je vous encourage aussi à rejoindre, en tout cas si vous faites le choix d'un accompagnement qui est particulièrement bienveillant, respectueux du développement de l'enfant et qui prend soin bien sûr du lien d'attachement parent-enfant, je vous encourage à vous rapprocher d'une association que j'ai créée il y a 2-3 ans maintenant, donc qui est le réseau francophone des consultantes en sommeil de l'enfant. On recherche tout le temps du monde pour notre annuaire, on a encore grand besoin de trouver des professionnels, on a beaucoup d'espace, par exemple en Belgique, en Suisse, on a très peu de monde, donc n'hésitez surtout pas à faire un petit tour après votre formation sommeil pour rejoindre l'association. Et effectivement, clairement, de rejoindre une association de ce type et d'être accrédité, parce qu'il y a tout un processus, en tout cas dans l'association dont je parle, il y a tout un processus d'accréditation, c'est clair que ça vous donne une certaine crédibilité, ça légitimise un petit peu, en tout cas, auprès des parents et des autres professionnels aussi. Ça démontre quand même d'une certaine approche, donc ça peut être sympa, effectivement. Alors, nouvelle question, peut-on en vivre? Alors oui, j'ai envie de dire encore heureux qu'on peut vivre de notre métier. Donc effectivement, oui, on peut vivre d'une activité de consultante en sommeil, mais ça va aussi dépendre de l'énergie, du temps que vous mettez et de l'investissement de temps, en l'occurrence surtout, que vous mettez. Est-ce que c'est plutôt une activité principale où vous faites que ça, vous n'avez pas d'autres métiers à côté et vous allez travailler, je vais dire vos 35 heures, c'est pas comme ça que ça marche quand on est indépendant, mais en tout cas vous allez y passer vos journées, ou alors est-ce que c'est une activité que vous faites en complément de votre job actuel, et dans ce cas-là ça va plutôt être un complément de revenus plus qu'une activité principale. Quel salaire peut-on espérer? Là encore, c'est très variable en fait. Si vous faites 2 consultations par semaine, ou 2 consultations par jour, forcément vous n'allez pas obtenir les mêmes revenus. Donc quand on est plutôt sur un complément de revenus, une activité annexe, en général on est plutôt sur 300 à 600 euros de revenus mensuels. Évidemment ça dépend de plein de facteurs. Par contre, si vous êtes sur une activité principale et que ça fait déjà quelques petits mois que vous vous êtes lancé, effectivement, on est plutôt entre 1500 et 2500, voire 3000 euros de revenus. Donc ça reste quelque chose de confortable. Par contre, effectivement, à côté de ça, il faut s'investir beaucoup, il faut se former, il faut être efficace, et ça demande beaucoup de temps, comme tous les métiers de l'indépendance. C'est super, on peut vivre de notre passion, mais à côté de ça, il faut faire la comptabilité, il faut faire la communication, il faut répondre aux mails, etc. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Quel avenir pour cette activité? Alors pour le coup, je pense que, surtout en France, on n'est pas prêt d'arrêter. J'aimerais qu'un jour, les parents n'aient plus besoin de nous et qu'ils soient super sûrs d'eux. Je pense que c'est vraiment la plus belle preuve de réussite, ça serait clairement de me retrouver au chômage et que effectivement les parents n'aient plus besoin de nous, n'aient plus besoin de mon accompagnement, mais c'est pas près d'arriver malheureusement. On est quand même dans un pays, en tout cas en France, où les anciennes pratiques sont encore bien ancrées. Donc c'est vrai que on n'est pas près d'être au chômage, là-dessus je me fais pas trop de soucis. Peut-on facilement concilier ce métier avec une vie personnelle? Absolument. C'est une des choses qui m'a d'ailleurs le plus motivée à me reconvertir dans l'accompagnement parental, c'est de pouvoir être disponible tout simplement pour pouvoir grandir ma fille en l'occurrence, de pouvoir adapter mon agenda, mon calendrier, mes horaires de travail. Par exemple, ma fille n'a jamais été gardée parce que c'est notre choix et que je ne le souhaitais pas qu'elle soit gardée avant le début de l'école. Donc je travaillais plutôt entre midi et 2, le soir, le week-end aussi. Maintenant qu'elle va à l'école, c'est bon, je peux travailler en journée et puis j'ai mes soirées et mes week-ends. Mais évidemment, chacune va pouvoir proposer les horaires qu'elle souhaite, les accompagnements qu'elle souhaite aussi. Il y en a qui font que des ateliers collectifs dans des associations
proche de chez elles, pardon. D'autres vont proposer que des consultations et des accompagnements en ligne. Donc, ça dépend clairement de comment vous structurez votre activité et de vos besoins financiers, de temps. Enfin, voilà, c'est à vous de créer vraiment votre activité. Faut-il être disponible H24 pour les parents? Alors non, non, absolument pas. C'est pas obligatoire de proposer des accompagnements avec un suivi 7 jours sur 7 par WhatsApp ou par téléphone ou je ne sais quoi. Ça, c'est encore une fois vous qui choisissez ce que vous voulez proposer en fonction de vos dispos. Il y en a qui sont très contentes de proposer que des accompagnements très longs avec des suivis 7 jours sur 7 ou presque sur WhatsApp, de pouvoir vraiment échanger au quotidien avec les parents. C'est ce que je faisais d'ailleurs les premières années. Et puis maintenant, c'est vrai que moi, je préfère me consacrer à la partie formation, création de contenu gratuit aussi pour les familles, et puis quelques consultations, plutôt des consultations uniques pour le moment, surtout là, en pleine période de déménagement, mais peut-être que ça évoluera prochainement et que je reprendrai des accompagnements plus longs. Ça dépend de vos besoins et de comment vous envisagez votre activité. Dernière question, comment être crédible face aux professionnels de santé? Je pense que la première chose, c'est d'être suffisamment formé, d'être formé de manière rigoureuse et de connaître votre cadre, vos limites et de savoir donc réorienter efficacement. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est évidemment tout un module dans la formation professionnelle que je propose. C'est quels sont les différents troubles du sommeil, quelles sont les différentes pathologies qui peuvent interférer et impacter le sommeil de l'enfant et en fonction, comment réorienter efficacement les familles. Ça, c'est fondamental. Il faut que chacun connaisse ses limites, mais comme un pédiatre n'est pas formé au sommeil, ni à l'allaitement, ni à la diversification alimentaire, et que c'est son devoir de réorienter vers des consultantes en sommeil, des conseillers en lactation, ou encore des diététiciens pédiatriques par exemple. Chacun doit connaître ses limites, respecter son cadre, son champ de compétences en fait, tout simplement. Ça c'est vraiment fondamental. Évidemment, on n'oublie pas de se former régulièrement, de se baser essentiellement sur des études scientifiques récentes de préférence. On se tient informé des études qui sortent sur le sommeil pour pouvoir revoir aussi notre approche et nos recommandations au fur et à mesure du temps. C'est aussi fondamental. Donc, hop, c'est tout pour cette petite FAQ. J'espère que ça a pu répondre à quelques-unes de vos questions sur le métier donc, de consultante en sommeil. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me faire un petit mail, ou si d'ailleurs vous êtes intéressé par la formation professionnelle que je propose, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description, d'aller voir le programme complet, voir si ça pourrait vous intéresser. Et puis voilà, évidemment, je reste disponible par mail pour échanger avec vous sur votre projet professionnel. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et de vos enfants, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.